Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la botchain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. J'espère que tu as la forme avec ce BTC qui commence à nous montrer qu'il n'a pas dit son dernier mot pour ce cycle. Mais j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur la situation économique aux États-Unis et mettre en avant le fait que Popo, GG, il est un peu sadique. Et Trump, on va voir quelques éléments, mais en tout cas, ouais, GG, il a un gros problème. Alors, il y a 7 mois à peu près, je parlais justement de cet aspect, donc des ponts du trésor américain et des taux directeurs de la Fed. Donc ce qu'il fallait retenir, c'est que le rendement sur 2 ans, il était assez bas. On était à 3,6 et les taux directeurs étaient assez hauts par rapport à ce 3,6. Donc l'écart était assez énorme en fait. Et dans ces cas-là, on s'attend à ce que les taux directeurs soient baissés pour que la situation s'améliore. Sinon, ça indique comme quoi une sorte de sabotage, quoi, en quelque sorte, au niveau de l'économie. Et il se trouve qu'actuellement, on en est où au niveau des taux directeurs? On est à 4,3. Et ici, on tape depuis janvier, on tape des lower lows, lower highs, donc des plus bas, toujours plus bas, des plus hauts, toujours plus bas aussi. Le dernier, il y a un mois à peu près, on était à 3,6. Donc ça fait 100 points, en gros, 100 points d'écart, alors qu'il y a eu des occasions pour GG de baisser ses taux pour rattraper le 2-year yield. Mais non, voilà, on dirait que ça l'amuse. C'est pour ça que je parle, je suis pas le seul d'ailleurs à en parler, de démolition contrôlée. Parce que faut pas avoir fait un master en finance et avoir passé des années sur les graphiques pour capter ça. Hein. Voilà, il suffit d'avoir internet, de regarder ça et se dire ah oui, il y a un problème entre les deux. Il y a un gros écart à combler. Mais bon. Donc j'aimerais parler de cet aspect sous d'autres angles, donc, avec notamment ce tweet de Danielle Di Martino Booth. Alors je connais, mais elle a retweet Zero Hedge, assez connu dans le milieu. Mais avant ça, j'aimerais rappeler un détail, c'est que lorsque le 2-year yield, donc le rendement sur 2 ans, baisse, eh bien, il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, c'est qu'en général, les investisseurs s'attendent à ce que, déjà, il y ait une baisse des taux directeurs, mais ça indique aussi une certaine inquiétude sur la situation économique, et il y a de quoi, hein, le marché du travail continue à se détériorer aussi, enfin voilà. Donc dans ces cas-là, lorsque le marché des bons du trésor parle, il faut l'écouter. Faut pas faire comme si c'était simplement un indicateur fictif. Non, en réalité, c'est l'indicateur le plus important. C'est vraiment. Donc, encore une fois, c'est étrange, plus qu'étrange même. Il y a de quoi. Faut pas être dupe, quoi. Faut pas être dupe et faut peut-être ouvrir les yeux. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit, notre chère Danielle? Wear blinders and you can't see much. There have been 7 large bankruptcies in May. There were 7 for the entire month of April. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça part un peu en sucette. Il y a des banques qui font faillite, banqueroute. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donc si GG ne voit pas ça, c'est parce qu'il choisit délibérément. Donc il est pas con. Il y en a, ils se disent non, ils sont peut-être incompétents. Non, non, non. Ils sont pas incompétents, ils sont très intelligents. Donc il choisit de ne pas voir ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Donc là, Zero Hedge, qu'est-ce qu'il disait? Powell, not seeing slowdown show up in actual economic data yet. Voilà, donc ça veut dire que on est dans cette situation, on est là, mais what? Il y a de quoi être dans cet état. Bref, donc je ne suis pas le seul à le remarquer. Camel Finance, notre cher Camel, le remarque aussi, et d'autres acteurs du marché aussi. Au bout d'un moment, c'est juste flagrant. Et Lynn qui a retweet donc Matt Vanswell. Donc qu'est-ce qu'il dit?
que Doge, donc le fameux département pour bien améliorer les choses au niveau des dépenses et tout ça, eh bien, disons que ça va pas changer grand chose, quoi. C'est un peu grappillé à droite à gauche, mais finalement, ils ont beau chercher à réduire les dégâts en travaillant, comme il dit, 20 heures par jour depuis le 20 janvier, en dormant sur le sol et tout, et au final, bon, voilà, c'est pas la peine, enfin, donc c'est un peu ingrat peut-être, certains trouveront ça ingrat, mais surtout, merci à Fiat Hawk, Bitcoin is hope, il a ajouté derrière longtemps. It's not left versus right that is the battle, it's fiat money versus sound money. Au final, ce n'est qu'un écran de fumée, tout ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est simplement le combat entre Bitcoin et le dollar américain et toutes les autres monnaies fiduciaires. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, avec donc la baguette magique qui fait qu'ils peuvent créer de la monnaie à partir de rien, en gros, le fiat money printer, eh bien, vont continuer à print. Ça s'arrêtera pas là comme ça. Donc ça, c'est encore une fois, oui, bon, cool, mais derrière, il y a des forces bien plus fortes, des forces bien plus importantes, on va dire, pas faire de pléonasme, et sombres dans un sens, parce que c'est malveillant, qui limite en fait limite considérablement tout ce genre de travaux, quoi, au final. Donc, au lieu d'être responsable et de faire en sorte que les choses s'améliorent plutôt de manière organique, et même si voilà, ça peut faire mal au début, mais sur le moyen long terme, on préfère continuer à tricher, enfin il préfère continuer à faire tourner la machine infernale, et bon, ça tant que Bitcoin, parce que Sound Money, il fait référence à Bitcoin, ne détruira pas ce système fiat, eh bien, ça pourra continuer encore longtemps. Maintenant, à propos des tarifs douaniers, les fameux tariffs, c'était vraiment le narratif pendant quelques semaines, voire un peu plus de 2-3 mois. Eh bien, j'aimerais dire un mot sur le sujet en m'appuyant sur le dernier article de Lynn, qui est paru le début mai. Ouais. Très intéressant, franchement, je recommande, je le mettrai en bio ou dans la description. Et je vais me focaliser donc sur ce qu'il dit au niveau des tariffs. The current approach by the US politicians, however, is to target the player and erect tariffs against these protectionist policies, while, et là c'est très important comme ça, reasserting that they want the US to remain the sole global reserve currency. Donc qu'est-ce que c'est? The sole global reserve currency, c'est en gros maintenir l'hégémonie du dollar américain à l'échelle mondiale. Ça reste entre guillemets, la réserve globale. Monnaie qui sert de réserve globale, quoi. Monnaie entre guillemets, hein, c'est une pseudo-monnaie aussi. Un dollar américain, au cas où tu n'aurais pas encore remarqué. Donc, dans cet article, elle met en avant des points. Donc là, Myron, c'est donc un des principaux acteurs là au sein du gouvernement, donc qui a proposé d'introduire les tarifs douaniers pour avoir une sorte de levier au niveau négociation, se dire ok les gars, vous voyez que on n'a pas peur d'augmenter nos tarifs douaniers, donc vous allez nous écouter. Deux, avoir un accord donc, au niveau de la monnaie avec d'autres États-nations pour en quelque sorte affaiblir le dollar, ce qui pourrait tout de même être bénéfique pour la réindustrialisation du pays aussi. Mais en attendant, on va se focaliser donc sur cet aspect qui est très important à comprendre. Donc, elle dit, lorsque les gens parlent de surplus ou de déficit au niveau des échanges, donc pour rappel, lorsqu'on est en déficit, ça signifie que on importe plus que l'on exporte, et que lorsqu'on a un surplus, vice versa. Voilà. Donc, when people talk about trade surpluses or deficits, donc ils se focalisent souvent sur
uniquement l'aspect politique, les mesures politiques, et c'est pas suffisant. Donc oui, quelques pays s'engagent dans des stratégies plus protectionnistes, donc qui permettent donc d'avoir des tarifs douaniers d'importation plus importants, tout en exportant davantage, et cela, en gros, amène pas mal de critiques, et retaliation from trading partners. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une recherche et je reviens. Oui, c'était bien, en fait, c'est des représailles. Je connaissais pas ce mot. Donc des représailles simplement de la part des partenaires donc de trading, d'échanges, des échanges commerciaux, quoi. Autant pour moi. Cependant, eh bien, en dessous donc, de ce niveau-là, eh bien, il y a un aspect beaucoup plus fondamental qui est lié à la nature même de la monnaie. Et voilà pourquoi j'aimerais en parler un petit peu plus à présent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déficit que connaît les États-Unis et le fait que ce soit, d'autre part, le pays qui détient la pseudo-monnaie qui sert de réserve globale au niveau mondial, voilà, eh bien, ces deux choses sont inexorablement liées. C'est lié en fait. S'il y a un trait déficit, c'est lié à notamment ceci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on est la réserve globale au niveau monétaire, et qu'on a ce statut, eh bien, on augmente la force de notre monnaie considérablement par rapport aux autres. On a un dollar américain qui est surévalué. Et qu'est-ce que ça finalement engendre? Ça engendre plus d'importations. Pourquoi? Parce que notre monnaie est plus forte, donc c'est plus facile pour importer, parce qu'en face, la monnaie, elle est plus faible, logique. Mais d'un autre côté, ça diminue donc la possibilité d'être compétitif au niveau export. Voilà, ça c'est le trade-off, c'est l'ordre naturel des choses, quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on a un déficit donc, au niveau des échanges commerciaux qui devient structurel avec le reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle le reste du monde aussi fait en sorte de garder un max de dollars américains dans ses réserves. Donc, voilà, parce que beaucoup de trades, je crois que c'est 90% des échanges se font en dollars. Même par exemple entre la Libye et le Canada, ou bien l'Égypte et le Nicaragua, genre, je dis au hasard, mais en gros c'est ça l'idée. Et pourtant, ils n'ont rien à voir avec. Enfin, le dollar américain, dans ce cas-là, il sert juste de monnaie d'échange, mais c'est tout, quoi. Et c'est ça qui finalement pose problème pour les États-Unis. Donc au début c'est cool, mais plus le temps passe, plus ça empoisonne en fait. Ça finit par empoisonner le pays en question. Et là en l'occurrence, ce sont les États-Unis. Et on peut carrément faire le lien avec la situation qui s'aggrave aux États-Unis au niveau de l'emploi, parce que ce système va avoir tendance à favoriser certains acteurs et en défavoriser d'autres. Donc ça dépend dans quelle industrie on est, ça dépend aussi dans quelle région, tout ça. Donc au final, ça devient compliqué pour certains et ça devient plus doux pour d'autres. Mais ça peut pas continuer indéfiniment comme ça. Ça finit par craquer. Et là, je pense que la difficulté, en fait, c'est toujours la même, hein, de faire avaler la pilule au plus grand nombre et d'aller chercher à la racine le problème, quoi. Mais ça, déjà, comme dit Lynn à un moment donné, c'est difficile à comprendre, relativement difficile à comprendre, et aussi ça implique des efforts et potentiellement des difficultés au début pour justement se sortir de cette vase, quoi. Donc dans ces cas-là, malheureusement, les politiciens, qu'est-ce qu'ils se disent? On va
cibler, on va dire quelque chose d'assez superficiel. Comme ça, on contente tout le monde, on se dit ah ouais, trop bien, on va régler les soucis. Mais au final, non. La racine du problème est toujours là. Et elle continue de détériorer l'ensemble des choses. Donc bon, personnellement, je pense qu'il faut passer par un peu plus de souffrance. Et quand on est vraiment au pied du mur, c'est là où les choses bougent. Mais tant qu'on n'est pas au pied du mur, en général, l'humain, il préfère se contenter de sa situation un peu plus merdique, mais passable, quoi. C'est ça, quoi. Donc, on verra si en juin, on a enfin une baisse des taux. Mais de toute façon, là, ça va forcément partir en cacahuète, parce que 100 points d'écart, c'est beaucoup. Et si Popo, il se réveille, il se dit ok, en fait la situation elle est un peu plus délicate qu'on ne pensait. Il va devoir cut, mais à fond. Et si on cut très vite, très fort, ça crée de la panique. Et c'est là où on déclenche en général vraiment le cœur de la récession. C'est là où vraiment on rentre en récession. Les marchés se prennent une énorme baffe. Et ça devient, disons, ça dure un certain temps, quoi. Ça dure plusieurs mois, voire un an et demi. Donc à présent, je ne sais pas si ça arrivera. Voilà, personne ne peut prédire exactement quand est-ce que ça arrivera, mais ça va arriver. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'après une récession violente, qu'est-ce que la fameuse banque centrale américaine, la banque centrale américaine, la réserve fédérale, plus communément appelée la Fed, parce qu'elle a rien de fédéral, parce qu'elle est privée et il n'y a pas de réserve, c'est juste des boutons qui permettent de créer X montant à partir de rien. Et dans ces cas-là, ils utilisent leur outil le plus puissant, du moins, qui porte le plus de préjudice. C'est le quantitative easing, c'est l'assouplissement quantitatif pour relancer l'économie. Donc c'est une sorte de boost, mais le boost, c'est un peu, encore une fois, se suriner dessus. Donc au début, si on a froid, bah c'est cool, on a un peu plus chaud, mais très vite, ça devient froid. Et c'est là on se dit, il aurait mieux fallu trouver une autre solution, quoi, que se pisser dessus pour se réchauffer quelques minutes, mais au final avoir encore plus froid limite derrière. Donc c'est un peu ce que fait la Fed depuis longtemps maintenant. Et la prochaine fois qu'elle fera son big print, où ça va partir en trillions dans tous les sens pour réalimenter la machine infernale au niveau des marchés, et bien là, pour que justement on puisse de nouveau s'endetter et encore une fois remettre en route ce bourbier, et ce sera probablement en 2026. Alors peut-être que ce sera dès la fin de cette année, c'est pas impossible, mais personnellement je vois plus une remise en route de la machine en 2026, voire même fin 2026, comme j'explique dans cette vidéo. Je sais pas si tu l'as vu, mais au cas où, n'hésite pas. Ça coïnciderait avec le plus bas de cycle de 4 ans de Bitcoin. Donc au moment où justement BTC aura pris une grosse claque sur plusieurs mois, voire un an à peu près, on va dire, tout le monde sera non, c'est mort. Bitcoin en fait pareil, on va encore réussir à convaincre la plupart des particuliers que Bitcoin is going to zero. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Et bien là c'est parti, la Fed intervient, elle dit c'est parti, on va remettre du jus à fond. Et là Bitcoin explose parce que c'est le meilleur pour ça, pour renifler la liquidité. Et là, pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Et là, tout le monde est priced out, mais pour de bon, parce que 2028-2029, on peut voir un Bitcoin à $1 million ou pas loin. C'est pas sûr, mais c'est probable, vu ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi il faut partager cette vidéo aux personnes qui se sentent concernées. Je pense que tout le monde est concerné, pas que les Américains. Et tout le reste du monde est concerné. Donc il faut se protéger. Et il ne faut pas se laisser faire par les banquiers centraux. Et qui, derrière, voilà, qui est-ce qui tire les ficelles? Ben, c'est Wall Street, parce que la réserve fédérale américaine, en fait, a été créée par des banquiers d'affaires. Et les banquiers d'affaires, ben, ce sont des entités privées. Mais disons que la réserve fédérale sert juste d'outil à ces fous furieux pour continuer à servir les peuples. Mais bon, je parlerai un peu plus de ce sujet dans une autre vidéo.
J'ai pas envie de partir en sucette maintenant sur ça, mais la réalité, elle est là. Voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu trouves le contenu utile, et à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.